Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, rencontre philosophique avec Pierre Lemasson et Michel Binette sur le thème de « Comment se libérer de l'opinion des autres ». Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation, puis de présenter brièvement Nouvelle Acropole, parce qu'il y a plusieurs, c'est la première fois que vous venez. Donc, Nouvelle Acropole est une école de philosophie à la manière classique ou appliquée, présente dans plus de 60 pays maintenant à travers le monde. Elle existe depuis 60 ans. C'est son 60e anniversaire, donc 30 ans ici à Montréal, au Canada, en fait, qui a commencé ici à Montréal. Donc, quand on dit appliqué ou à la manière classique, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une philosophie qui n'est pas qu'intellectuelle, mais une philosophie appliquée, pratique, c'est-à-dire mise en action. Ce n'est pas de discourir de grands principes, mais de voir comment l'appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours, comment faire que les grands enseignements de l'humanité puissent être concrets et pratiques. Et pas seulement des beaux discours, on met des phrases de sagesse sur Internet et puis sur le Facebook, et puis voici, je vis ces grands enseignements-là. Maintenant, c'est d'arriver à les mettre en action de manière pratique. Pour quoi? Pour apprendre l'art et la science de vivre, en fait, tout simplement. Parce qu'on n'apprend pas vraiment comment faire à l'école, on apprend à lire, à écrire, on apprend à compter et tout ça, mais on apprend un métier, mais comment vivre en se mettant en harmonie avec la nature, avec la vie, en fait. Comment apprendre à se gérer soi-même, comment gérer nos émotions, comment apprendre à bien penser, si on veut. On pense tous, mais c'est bien de développer cet outil qu'on a en nous pour surtout apprendre à faire face à la vie, en fait, apprendre à comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne la vie. C'est quoi les principes, c'est quoi la sagesse, c'est quoi pour faire face, parce que on fera face à des crises dans la vie, on fera face à des difficultés, mais comment y répondre, comment les résoudre de façon intelligente, mais surtout pour apprendre quelque chose, de ne pas arriver à la fin rendu au bout de notre vie et regarder ça, et bien, qu'est-ce que j'ai appris de ma vie, pourquoi j'ai vécu, pourquoi j'étais là. C'est maintenant, avec le plus jeune possible, qu'il faut commencer à se poser ces questions-là pour aligner notre vie le plus rapidement possible sur une recherche au moins de profondeur, une recherche de vécu profond de ce qu'on appelle la vie. En fait. Non pas seulement passer en superficie et arriver à la fin, et puis j'ai rien appris, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? En fait. Est-ce que j'ai été utile? Est-ce que j'ai quelque chose avec lequel je repars qui m'a transformé dans la vie? Si je comprends plus pourquoi on vit, pourquoi on est là en tant qu'être humain. Donc on n'est pas les premiers à se poser ce genre de questions-là. C'est l'avantage. Il y a eu plein de philosophes, de grands philosophes qui ont laissé une science et un art, en fait, de vivre, une mise en pratique qu'ils nous ont laissé comme héritage, mais que le lire, c'est pas suffisant, sinon on serait déjà rendu à des grands maîtres, des grands sages. C'est de la même façon que la théorie musicale existe depuis longtemps, mais c'est pas juste lire la musique qui fait qu'on va être un musicien. Ça va être la mise en pratique de cette musique-là. La vision, bref. C'est notre pari de Nouvelle Acropole, et on pense que la philosophie est plus que jamais utile et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, qui est tellement bombardé d'informations, tellement de distractions, qu'il nous faut rechercher qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est valable et éternel dans ce monde. Ça prend des gens qui réfléchissent et des gens qui se mettent en action pour améliorer les choses. Donc, ça s'inscrit dans ce thème qui est de comment se libérer de l'opinion des autres et des opinions en général. Je vais laisser Pierre poursuivre cette partie. Bonsoir, à mon tour. Michel et moi, on est instructeurs ici à l'école de philosophie. Et comme l'exemple que tu utilisais, si on veut devenir musicien, c'est une chose d'apprendre les notes, c'est les gammes, faire ses gammes, pratiquer, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un maître qui nous montre, un maître qui maîtrise la musique, qui nous montre comment travailler avec l'outil, mais aussi il va nous guider dans la maîtrise de l'outil qu'on est nous-mêmes, à maîtriser l'instrument. Parce que nous-mêmes, on est un instrument.
Et ça, c'est pas évident. On ne peut pas s'improviser comme maître pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire dans la relation étudiant-maître. Alors, c'est la même chose avec la vie. Comment on va apprendre l'art de vivre? Bien, il y en a qui ont maîtrisé ça plus que nous. Et puis, il y a des façons, des exemples, des modèles qui peuvent nous inspirer. Et c'est pour ça qu'on étudie tous les plus grands philosophes de l'histoire qui ont vraiment impacté l'humanité et pour qui le message continue à être d'actualité parce qu'en fait, ils sont des modèles pour aller devant, vers le futur encore. Donc, dans cet esprit-là, on fait ça. Puis c'est pour ça qu'on va parler, il va y avoir un peu de référence par rapport à ce thème-là avec les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Platon, Socrate. On va utiliser ces sources-là comme référence aussi pour nous aider à élucider, à élargir nos horizons sur ce genre de questions. Maintenant, la question qui est posée, ça vous a attiré, ça a attiré votre attention. On est curieux de voir quel angle de cette question, parce qu'il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a l'aspect, il y a les autres. C'est qui les autres? Bon, les autres, on peut laisser ça général. Mais l'opinion, qu'est-ce qu'on veut dire par opinion? Il faudrait déjà creuser un peu, développer le sens de cette opinion des autres. Et puis, pourquoi se libérer? Est-ce qu'il y a un problème avec l'opinion des autres? C'est quoi le défi ici? Parce que moi, peut-être, je me contente très bien de l'opinion des autres. Au contraire, ça me flatte, ça m'arrange. Des fois, c'est rude, mais bon. Si j'avais pas l'opinion des autres, peut-être que j'aurais pas de raison de me lever le matin. Dans ce cas-là, pourquoi me libérer? Donc, il y a plusieurs façons de prendre ce qui est dit, là. Mais si vous êtes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle. Mais peut-être que j'aimerais ça faire un petit tour, on n'est pas beaucoup. Voilà, de donner un peu l'angle de comment vous voyez cette préoccupation. C'est une préoccupation valable, il me semble. Bien, c'est sûr que dans l'opinion des autres, ça influence beaucoup nos actions. Ça influence nos pensées, ça influence notre direction. Alors, d'en être conscient, c'est la première étape. Et ensuite, d'aller chercher des astuces pour savoir comment réduire cette influence-là et l'importance que les autres ont comme opinion. Et puis aussi dans l'opinion des autres, il y a quand même des forces qui sont très viscérales, là, instinctifs en nous. Dans ça, il y a le désir de rester en vie. C'est important. Anciennement, ben, si on ne respectait pas l'opinion du groupe, ben, on pouvait être tassé du groupe et notre survie était mise en danger. C'est resté. Oui, d'être exclu hein, aussi. Oui, exactement. C'est très profond. C'est inconscient même aussi. C'est ça. D'être conforme oui. à ce qui est acceptable. Exactement. J'appellerais ça aussi la pression sociale. La pression sociale. Oui. Donc tout tombe sous vraiment le sens des influences hein, qui, comme tu l'as dit, ça touche tout, nos pensées, nos actions, comment on se ressent. Intéressant. Peut-être que pour vous, c'est la même chose, mais si vous avez d'autres nuances que vous aimeriez apporter. Est-ce qu'on a besoin de se libérer ou est-ce que c'est difficile de se libérer? Est-ce qu'on est prisonnier? Oui, est-ce qu'on est prisonnier de l'opinion des autres? Si on le tourne à l'envers, est-ce qu'on est Je crois que c'est plus difficile de se libérer de ceux qui sont importants pour nous. Ah. Je veux dire, l'opinion de ceux qu'on connaît qu'on valorise. C'est pas nécessairement très important, mais ceux qui sont très près de nous, ça a plus d'influence. D'accord. C'est plus difficile d'être libre avec ceux qui sont près de nous. Mais proche de nous, ça veut dire quoi? La proximité? Ceux qui sont importants pour nous. Important pour nous? Soit la famille, les amis, ou notre entourage proche. OK.
OK, parce qu'on les valorise. Ouais, probablement, parce qu'ils sont importants pour nous, ils font partie de nous. On ne veut peut-être pas nécessairement les plaire, on ne veut pas pour raison. Ouais. Et dans quel sens ils sont importants pour nous? Comme vous l'avez dit, ça fait partie de notre vie, mais il y a des conséquences à ce que cette partie-là soit, mettons, coupée de notre vie, si on déplaisait. Pas nécessairement, mais il y a un poids plus important, je disais, ce qu'ils pensent eux, que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'on tient à eux, on dit que quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est comme ça. OK, c'est un bon angle, c'est important, en effet. On pourrait le mettre dans le sens de... La valeur de l'autre. Oui, comment on... il y a plusieurs choses là-dedans. La valeur des relations. C'est peut-être une interprétation que je fais là, mais des relations proches ont plus de valeur. Ça, c'est à chacun. Qu'est-ce qui est proche? Parce que la personne peut être loin géographiquement, mais proche. Ah oui, dans le cœur. Oui, on se comprend. Donc c'est un angle important, en effet. Est-ce que vous voyez autre chose? Se libérer de l'opinion des autres, ça peut être aussi parfois se libérer de soi-même, dans le sens où est-ce que c'est ce qu'on accorde à l'autre. Finalement, c'est ce qu'on permet à l'autre d'aller chercher, c'est ça qu'on accorde de l'importance. Donc, on peut se libérer de soi-même, passer par soi-même pour ensuite se libérer de l'opinion des autres en changeant l'angle de nos priorités ou de ce à quoi ce à quoi on accorde cette forme de reflet. On dit qui se baigne ne se reflète pas. Donc, cette phrase-là, je trouve qu'elle m'interpelle par rapport à comment on peut voir l'angle différent, puis l'opinion des autres. Partant de ce changement d'angle-là qu'on peut faire, bien, ça se peut que ce soit l'opinion de soi-même qui a reflété sur la perception qu'on avait de ce que les autres avaient de nous. Oui, j'entends dans ce que tu dis, des choses comme ce qu'on permet des autres, l'importance, hein, comme tu dis, l'importance qu'on permet, qui donne un peu le pouvoir qu'on donne aux autres. Et puis quand on se baigne, ben, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas prendre une distance. On est en mode réaction, en fait. C'est ça. On ne voit pas clair. Il y a plusieurs aspects là. Oui, c'est un peu le pouvoir qu'on lègue, ce qu'on permet. Il y a l'image, j'aime les images, c'est dur de les écrire. L'image est bonne. Ouais. Celui qui se baigne ne se reflète pas. Et ça, on va toucher à ça aujourd'hui aussi. Ouais. Je vais mettre le mot pouvoir. Est-ce que le pouvoir nous appartient ou pas? Par rapport sur quoi on a et la réflexion, le soi, l'être, le rôle de l'être. Donc la réflexion, la capacité de réfléchir par soi-même. De réfléchir soi-même. Pour avoir la fameuse angle, la perspective dont tu parlais. Intéressant. Oh, c'est bien, ça, on met la table. Parce qu'il y a de la sagesse entre nous tous. Surtout, c'est ça, hein, de pouvoir partager, tout d'un coup, on a d'autres angles. On est très intéressé par l'opinion en passant. Oui. Non, j'allais juste aussi ajouter, il y a la dimension sociale, on attribue l'opinion des autres, l'influence que les autres peuvent avoir sur nous par l'opinion, mais aussi... La pression, on avait mentionné la pression sociale hein, dans les influences, hein, mais ça c'est intéressant aussi, comme d'appartenir au groupe ou pas. Juste pour une parenthèse avec aussi l'opinion publique, tu sais, pour un gouvernement, c'est une dimension sociopolitique. C'est-à-dire qu'ils vont être très sensibles à l'opinion publique, ils vont prendre des décisions, vont faire on a bientôt les élections, là, puis le Parti libéral, ils sortent des cadeaux pour avoir des élections, pour avoir des votes et tout ça.
Donc, il y a une dimension là intéressante. Donc, est-ce qu'ils font la chose juste qui serait à faire? Parce qu'on va toucher un peu plus loin dans la présentation. Mais il y a un côté sagesse, c'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire pour une collectivité? On va donner plein de cadeaux pour finalement être élu, mais je pense juste à moi, en fait, à mon désir de vouloir être au pouvoir d'un pays. Mais est-ce que c'est vraiment... j'agis de façon juste, en fait? On va toucher ces éléments-là. Et on pourrait continuer à développer sur toutes sortes de facteurs qui sont comment on se positionne par rapport à une situation quelconque et comment on l'aperçoit, etc. Donc il y a des perceptions, il y a les points de vue, il y a chercher, il y a aussi le côté sécure ou insécure par rapport à notre propre perception de nous-mêmes, qui fait qu'on va réagir différemment. Est-ce qu'on est stable ou on est facilement influençable parce c'est un vide en dedans, c'est une insécurité. Il y a les réactions rebelles par insécurité, mais il y a rebelles par conviction, par expérience, et puis pas suivre justement le conformisme. Mais c'est deux rebelles, quand même. Tu as le rebelle, peut-être, mettons anarchique. Non, on ne va pas utiliser des mots comme anarchique, mais critique, qui critique tout, parce que trop insatisfait de toute façon dans sa vie, malheureux. Puis tu as l'autre qui est rebelle, mais qui peut être constructif. Ouvrir des nouvelles voies, pionnier. Et tout ça, c'est différentes expressions du pouvoir, de l'influence. Aussi les contextes dominant-dominé, intimidation. On le voit, on en a souvent inconscience, des fois des choses transportées d'une famille à l'autre, de génération en génération, comment l'autorité est vécue. Si on n'a pas internalisé l'autorité en soi-même, il y a un jeu de codépendance, tous des termes utilisés en sociologie. Alors, on peut aller sur toutes sortes de champs, mais l'affaire, c'est que ça devient compliqué, puis à un moment donné, c'est comme on divise tout en petits morceaux. Et l'art de la philosophie, puis l'art de vivre avec cet amour de la sagesse, que c'est le sens du mot philosophie, on essaye de... C'est un peu une quête de vérité, une quête de l'essentiel. Justement, c'est de nous ramener à une clarté plus simple, de laquelle découlent toutes ces variations possibles. Mais qu'on voit que finalement, ça revient à un cœur. On peut le saisir d'un point de vue plus central. Alors, on va y aller quand même par étapes. Oui, on peut commencer. C'est seulement pour imager ce qu'on dit depuis tantôt, en fait. Point de vue. Ouais. Différents points de vue, en fait, les deux sont valides. C'est souvent, on va discuter d'opinions, de choses. Moi, je pense que ci, moi, je pense que ça, sur un thème. Mais c'est seulement une question de point de vue, en fait. Les deux personnes vont parler de quelque chose, un sujet politique, un sujet personnel. Donc, la personne va amener son point de vue, l'autre va amener son autre, mais on sent jamais qu'on réussisse à cerner vraiment c'est quoi l'essence de la chose. Quelqu'un... C'est ça. L'éclairage. C'est juste des éclairages différents. Des perspectives différentes, mais de la même chose. Et souvent, on vit les mêmes choses. Je veux dire, ensemble, on vit les mêmes réalités, mais on n'a pas la même perspective. Être sensible à l'opinion des autres, ben ça peut que une personne voit ce côté-là de moi, que j'aime pas, mais l'autre personne en voit ce côté-là, ben lui, je l'aime. Mais sans que je sache vraiment qui je suis réellement, dans le fond. On passe à côté de l'essence de mon être. Donc, on peut être facilement manipulable sans le savoir, en fait. Soit on flatte mon ego, soit on me dérange. Soit j'aime, soit j'aime pas. On reste dans une dualité, mais on ne sait pas vraiment qui on est réellement dans tout ça. Je vais faire une petite nuance en disant que c'est pas parce qu'il voit quelque chose qu'on n'aime pas que c'est vrai. Là. Non, aussi. Mais quelqu'un, je disais ça dans le sens où c'est une nuance à faire, dans le sens où des fois quelqu'un peut voir quelque chose qui est vrai de nous, mais on ne veut pas le voir nécessairement. C'est sûr.
Ouais. Ben oui, des choses que des Il y gens a des personnes voient un point de méchantes vue. qui essaient de nous faire voir des choses qui n'existaient pas aussi. Exact. C'est des choses qu'ils n'aiment pas, qui nous aiment pas, mais on n'a pas de raison. Ils vont trouver des raisons, puis mais c'est pas vrai nécessairement. En plus, il pourrait y avoir, je sais pas, un triangle de projeté alors qu'il n'est pas là. Comme tu dis, les gens vont projeter leur propre truc sur toi, en plus. Mais là aussi, l'essentiel, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Un peu ce qui est au cœur, puis qui ne se montre pas d'un seul coup, sous tous ses angles. Il ne peut pas, parce qu'on est multidimensionnel. On est plurifacétique, Ouais. on n'est pas juste une chose. On n'est pas notre physique, évidemment. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On n'est pas notre couleur de notre peau, on n'est pas notre sexe, on n'est pas nos cheveux. On n'est pas, tu sais... Donc tout ça, c'est des apparences, en fait. Ça ne touche pas l'être qui est à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Donc si on commence à juger, ou comment se juger, ou nous-mêmes on juge les autres d'après l'apparence, c'est quoi la valeur de ça? Et puis, si on suit aux actions des autres aussi, des fois la personne se trompe, des fois on ne peut pas juger la personne si facilement que ça. C'est juste une dimension de la personne. Donc c'est pas évident de connaître quelqu'un. C'est sûr que ça prend une philosophie, on va en venir là, de se questionner, et pas aller au-delà des apparences et voir qu'on est plein nous-mêmes d'opinions, de préjugés, on est plein d'idées préconçues, on est plein de valeurs qu'on ne sait pas d'où ça vient, de choses qu'on traîne avec nous, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc nous aussi, on projette. On n'a pas la vision juste nous-mêmes de ce qui se passe des autres, et de la vie en général, de tout ça. Juste ce petit dessin-là peut nous amener à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes familier avec des tests psychométriques en général, là, qu'on fait des fois pour le travail, l'orientation de carrière, ou toutes sortes de choses. Même à l'école, ils commencent à les donner, ces tests-là. Mais quand on dit psychométrique, il y a les classiques là, qui viennent de Carl Jung, c'est les polarités. Tu es rationnel, analytique ou sensible, sentiment. Tu es dans la perception, mettons, avec les sens externes, ou tu es intuitif. Tu sais, c'est des pôles où tu es introverti, tu es extraverti. Et puis, tout le monde, on est fait de ça. Sauf que il y a notre constitution, chacun a mettons, une polarisation plus forte sur certaines facettes. Puis c'est comme inné, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est notre véhicule. Des gens ont des véhicules, c'est des sous-marins, ou c'est des avions, c'est toujours des véhicules. Ils ont différentes capacités à cause de cette polarisation naturelle. C'est ça, apprendre à se connaître aussi, c'est apprendre à connaître avec quel véhicule on travaille, puis pas essayer de toujours être comme tout le monde, nos frères et sœurs, nos voisins. Donc, connaître qu'est-ce qui est au centre là. Et c'est normal que quand on entre en interaction avec quelqu'un qui est plus fort, mettons, sur le côté sensible, émotionnel, ben eux, ils vont voir, mettons, ça. Puis l'autre est plus analytique, rationnel, puis c'est comme ça qu'il arrive à ses propres vérités. Bon, lui, quand il nous rencontre, il voit ça. Alors, les autres, non seulement, on peut dire ça, c'est comme des critiques, c'est des opinions, mais en même temps, ça nous révèle. Ça révèle nos facettes. Le fait qu'on interagit de façon, mettons, plus authentique, vraie, avec les uns les autres, en acceptant qu'on est différent. En disant, c'est génial, toi, tu es tellement différent de moi. Si on développe une synergie ensemble, on va découvrir des mondes, des univers. Plutôt que de dire, ça n'a pas d'allure, tu es bien trop émotif. C'est se juger, puis là, rester mettre des murs, comme sinon on avait toujours raison. Voilà, la dynamique. Donc, c'est un peu encourager la symbiose aussi, encourager la rencontre des différences. Puis ça peut se pousser jusqu'à la rencontre des croyances, la rencontre des peuples, de l'humanité, tu sais, la rencontre un humanisme, une fraternité. C'est tout le sens toujours du message des grands philosophes de toute époque. C'est apprendre à vivre avec les différences. C'est beaucoup, juste ce petit concept. Non, c'est ça, juste se connaissant qui on est. Si on ne sait pas qui on est, on se pense un carré. C'est dur d'être ouvert aux autres parce qu'on va toujours être un peu en repli, parce que tu as peur de ce que les autres vont nous dire. On peut avoir peur des commentaires, des jugements des autres. Et lorsqu'on sait réellement qui on est, de façon ouverte, je ne dirais pas fermée, je suis ça, et si quelqu'un m'attaque, je rentre dedans. C'est d'autres
côté extrême dans lequel on peut tomber, mais un côté plus, ben, je sais qui je suis, ben, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça coule comme l'eau sur le dos d'un canard. Parce que je suis ouvert, tu vas dire, ben, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Il va y avoir une ouverture, un questionnement, mais j'ai pas vu ça comme ça. T'sais. Parce qu'on a une profonde conviction de qui on est. Et, donc, ça fait ce dialogue possible ensuite avec les autres et cette ouverture sur le monde, que sinon, ben, on reste chez nous, emmuré, de façon de parler, mais de façon mentale. C'est-à-dire que j'ai mes opinions, de tes opinions, puis chacun en reste avec ça. Dans ce que tu viens de dire, ben, ça touche les critères, ça implique une observation déjà de soi-même et une réflexion, comme vous disiez tout à l'heure. Il faut commencer par s'observer, puis il faut commencer par prendre une distance pour réfléchir. C'est ça, l'art de la philosophie, ça commence par ça. Puis développer une mémoire de tout ce qu'on constate, quitte à prendre des notes tous les jours. Puis après, de se remettre en question. Avançons. Hein? Juste finir, oui. Si on va revenir à ça. Oui. Mais c'est fondamental parce que dans une époque où on bâtit des murs, justement, entre les pays, entre les peuples, ça devient dangereux. Donc cette fermeture, on voit très bien dans tous les pays où les frontières se rigidifient, où il y a réellement des murs qui se construisent, ça peut qu'amener à des conflits dans le futur. On le sait, on l'a vécu dans l'histoire, si on observe l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'on commence à voir des différences qui sont trop marquées, ça fait à un moment donné le clash, ça, comme une différence de potentiel, ceux qui sont en langage plus électrique, c'est-à-dire qu'il y a comme deux différences très fortes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'éclair, il y a une espèce de conflit qui peut naître, et on l'a vu beaucoup dans l'histoire. Donc c'est cette fermeture de ce repli, en se trompant sur ce qu'est l'être humain, par exemple, sur ce qu'est la liberté, ce qu'est la démocratie, dans mon cas, et ce qu'est un peuple libre, ce qu'est tout ça, ça fait ce fractionnement-là. Donc c'est fondamental de d'abord se questionner et savoir qui on est en tant qu'être humain. Tout ça. Bon, on va continuer avec les... Ça, il y avait beaucoup sur là, les points de vue. C'est plus la perception. Alors, la question simple, c'est qu'est-ce qu'on voit? Deux choses. On voit deux choses. Tout le monde voit les deux. Il n'est pas compliqué, celui-là. Mais en même temps, c'est intéressant. C'est que des fois, dans des situations, on perçoit la situation et puis on n'a pas le temps là, de réfléchir beaucoup, de s'arrêter. Et puis, qu'est-ce qui s'enregistre dans notre mémoire? Bien, ça va être une des deux choses. Qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Bon. Alors, la limite des perceptions, quand notre cerveau interprète. Aussi, juste, je pense à un mot, mais sur la charge, parce que au jour le jour, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit non plus. Des jours, on est de bonne humeur, des jours, on est de mauvaise humeur. Est-ce qu'on voit les choses de la même façon quand on est de bonne humeur? Évidemment, non. Si on est de mauvaise humeur, tout va mal. Puis les choses que j'aime, je les aime pas. Puis, mon conjoint, je l'aime, mais je l'envoie promener. Je pousse à l'extrême, mais c'est ce qui se passe un peu au jour le jour avec même nos émotions. Donc, imaginez l'impact sur la mémoire, mais c'est la même chose. Si je suis soumis à mes propres émotions, c'est normal d'avoir des émotions, ça ne me donnait pas le point, mais ça va impacter. Et donc, le souvenir, les décisions qui peuvent en découler, vont être aussi floues, dans le fond. On va basé sur... par exemple, on entend des fois, est-ce que la colère porte conseil? C'est mieux d'être calme pour prendre des grandes décisions. C'est mieux d'être réfléchi, des choses calmes. Mais si on est en colère, est-ce qu'on prend des bonnes décisions? Pas toujours. Donc voilà, par rapport aux autres et leur opinion, il faut penser que les autres aussi ont une opinion, ont des émotions, ont des humeurs. Donc quelqu'un qui peut avoir une émotion, une opinion sur nous, mais il faut mesurer, mais comment que ça s'est passé? C'est pour ça qu'il faut questionner, dialoguer. Si quelqu'un t'affirme quelque chose, qu'est-ce que tu faisais? Souvent, c'est plus ce qu'on nous envoie, mais c'est pas nécessairement réfléchi, des opinions d'autres personnes. C'est pas toujours... on a réfléchi, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait des recherches. Personne ne fait faire ce travail-là. On le voit même quand on vote, on a une opinion favorable envers un parti, envers une personne au niveau politique.
C'est qui réellement ici, sans mentir, a déjà pris le programme électoral d'un parti, le lu au complet, noté des questions, envoyé des questions aux députés. Non, ça va être plus, ben lui je l'aime bien, lui je l'aime pas bien. Lui, on va se fier à ce que les nouvelles disent, à ce que les nouvelles nous racontent. On va aller vers ça. T'sais. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas nécessairement rationnel. Donc, imaginez au jour le jour, c'est la même chose. C'est ce qui est là de développer la réflexion. Donc, on a des filtres. Les autres, c'est pas seulement extérieur à nous, là, mais même nous, nos émotions, ça fait partie un peu des autres, ces émotions changeantes, sur lesquelles on n'a pas à 100% le contrôle. Donc, il y a aussi un art d'accepter les états dans lesquels on est, puis d'être sage par rapport à comment on les gère. Parce que c'est sûr, il y a des hauts et des bas. Hein. La pluie, le soleil. Donc, ouais. On va... Là, il y a un autre niveau d'actualité. Beaucoup d'actualité. C'est pas nouveau, remarquez, mais quand on parle dans les nouvelles de fake news, des nouvelles fausses, au point où même des résultats électoraux maintenant dans de nombreux pays, que ce soit Brexit, l'élection de Trump, ou qui sait même avant, ça a été manipulé. Comme l'expliquait Michel, il s'agit qu'on ait le profil, vous êtes sur Facebook, on a votre profil de quelques points, souvent des centaines de points sur vous, et qui sont assez pour savoir que, bon, si on vous envoie tel message, vous allez pencher vers telle opinion. Puis qu'on peut nourrir ça, surtout dans la période électorale. Puis ça va ajouter un petit 5% dans la population, souvent c'est juste ça qu'il faut. Alors c'est intéressant que c'est activement utilisé, c'est admis. Et puis c'est le dessin qui est là, on montre que, même par rapport à un crime par exemple, c'est un scandale. C'est qui est le coupable? Ça dépend de la perspective qui est filmée. Dans les nouvelles qui durent 10 secondes sur un sujet, mettons en Syrie, on nous donne, il y a eu tant de morts, là, puis, ouais, ils n'ont pas le temps de nous dire plus, parce qu'il y a une autre nouvelle qui suit. Après, donc on est très limité dans ce qu'on perçoit. Est-ce qu'on est placé pour déjà juger, même si on avait tous les détails, est-ce qu'on pourrait vraiment juger? Mais donc les nouvelles vont avoir, comme on dit, un spin, une orientation pour prendre un parti pris. Il y a un parti pris qui est préprogrammé dans comment le truc a été réduit volontairement. Souvent on se trompe avec l'idée justement que parce que c'est une vidéo, c'est objectif. Donc je pense qu'on sait maintenant que c'est faux. Hein, ça dépend de ton point de vue sur lequel tu prends ton image, des fois même la musique que tu vas mettre avec ta vidéo. Tu sais, dans le monde, il y a des conflits en ce moment qu'on n'entend pas parler du tout, et puis tout va bien. Tu sais, j'arrive du Nicaragua, j'en parle. Là-bas, c'est conflit, il y a un feu de forêt dans une réserve naturelle, puis le gouvernement ne fait rien. Tu sais. On se pose la question, mais pourquoi ils ne font rien? Bien, on se rend compte que c'est classé, et donc s'ils laissent brûler à tant de pourcents, bien, ils peuvent déclasser le parc, et on sait que le gouvernement veut utiliser ces terres-là pour planter pour faire de l'huile de palme. Et là, il y a des manifestations, c'est en ville, et puis le gouvernement qui est proche d'une dictature envoie des gens faire des contre-protestations, et puis ils manipulent les réseaux sociaux, et puis en tout cas, c'est pas tout rose dans le monde, puis on ne sait pas ce qui se passe. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et ce qui va filtrer, ça va être ce que le gouvernement va vouloir qu'il filtre. Et nous, on est ici, puis on regarde qu'est-ce qui se passe à la télé. On pense que c'est pas si pire, ou mais ça va mal, on le sait, mais on ne sait pas quoi faire. Mais c'est faux. Et même Internet, qu'on pense être objectif, c'est faux. Google est filtré. Pas tout, on ne peut pas tout voir. C'est plus évident dans un pays comme la Chine, par exemple, où certains mots sont carrément bannis. Puis, tu ne peux pas avoir de résultats. C'est la même chose ici. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit si différent. C'est juste plus subtil. Des mots-clés qu'on va taper, déjà, on n'est pas objectif avec les mots-clés qu'on va mettre dans notre recherche. C'est sûr qu'on va avoir des résultats en lien avec ce qu'on cherche. Donc, ça ne prouve à rien
c'est pas une preuve qu'il y ait des millions de sites sur ce qu'on écrit, c'est pas une preuve que c'est vrai. T'sais. Puis des sites peut-être qui contrediraient, qui montreraient un point de vue différent, mais sont loin en arrière parce que tout le monde tape les mêmes liens au début. Donc c'est ceux-là qui apparaissent en premier. Et en plus, les gens qui payent pour les pubs pour que rien apparaisse en premier. Donc c'est pas objectif tout ça. Et donc cette image-là montre très bien ces éléments-là. Complètement inverser la situation. C'est peut-être vrai dans le cas de la série, par exemple, où finalement c'est lui qu'on voit comme le méchant, c'est peut-être lui le bon. Oui, bon, etc. Hein. Puis, donc ça revient à ce réflexe qu'on avait même avant l'Internet, où si c'est écrit, c'est vrai. Si c'est publié. Parce que c'est l'effort qu'il faut mettre pour publier quelque chose. Dans une encyclopédie, c'est vrai. C'est nouilles. Je veux dire, c'est... Les encyclopédies, pour prendre un exemple, il y en a eu beaucoup dans les années 50 et 60. C'était la façon d'éduquer, puis les outils que les enfants avaient. Ils allaient à l'école, puis il fallait qu'ils fassent des recherches. Donc, tout se passait par là. Moi, dans les années 60, 70, 80. Quoi? Peut-être pas tous. Pas tous, mais depuis, il y a 2 générations de plus. Mais c'était ça, dans les années 70 qu'on faisait. C'était la façon de travailler. Ben, tu te poses la question, parce que c'est un peu comme Wikipédia aujourd'hui, là, tu sais, c'est rempli, mais un peu par n'importe qui. Puis, là, il y a des clans qui se forment pour décider de qu'est-ce qui serait acceptable comme vérité. Alors, mais tous ces historiens du 20e siècle, tu sais, qui ont vécu les 2 guerres, et puis toute la politique autour de ça, puis les polarisations communistes, capitalistes et tout ça, qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment du 18e siècle, du 16e siècle, de la Renaissance, du Moyen-Âge? Comment ils peuvent prétendre écrire de toute façon? Je veux dire, on est complètement déjà biaisé, là. Puis quand on réécrit sur le passé, ben on vient de complètement réviser le passé. Il faut le savoir. Par contre, il y a des façons de faire des recherches pour aller à des sources. Les archivistes font un très bon travail de creuser, de se poser les questions honnêtes, et puis font des découvertes, puis il y a des textes originaux de d'autres époques. Puis quand ça ressort, waouh! C'est comme par exemple, on se rend compte que même au Moyen-Âge, que ce soit en Europe ou dans bien des pays, c'était même pas des pays, c'était des nations, même pas des nations, c'était des régions qui avaient des États-cités. L'homme et la femme avaient autant un rôle égal. Tu sais, c'était pas macho. C'est pas une chose moderne, le féminisme ou l'expression. Tu sais, la femme qui prend sa place. C'est qu'on l'a perdu seulement dans les 2-3 derniers siècles. Mais avant, c'était normal que la femme ait un rôle où il y avait des matriarcats importants. Toute l'Irlande, quand tu naissais, tu avais le nom de ta mère. Et puis, c'était eux, c'était les femmes, tu sais, qui avaient l'autorité générationnelle, puis les legs, etc. Puis, je ne veux pas dire que les hommes n'avaient pas de place, tu sais, mais il y avait un équilibre dans les polarités, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, parce que les choses ont été beaucoup aplaties dans notre temps moderne, un peu vidées de leur sens, et vidées du vivant. Quand je dis, c'est ce qu'on retrouve avec la philosophie. C'est pas juste un amour d'une sagesse, mettons, qui à la limite pour avoir l'air intellectuel quand on parle aux philosophes de l'université. On dit, ils parlent, à un moment donné, où est l'action? Non, pour qu'il y ait de l'action, il faut que ce soit vivant. Il faut que ça passe par l'émotion, par le cœur, par même ce qu'on va appeler l'âme. Et puis on a rejeté ces mots-là, âme et esprit, de nos jours. Mais si tu n'as pas ces mots-là, tu n'as pas la vie. Tu sais, t'as plus... non, la vie, ça s'explique par la biologie. En fait, moi-même, je suis un scientifique, j'étudie en génie physique, on regarde tout ce qui est des découvertes en génétique. Nulle part, même aujourd'hui en 2018, on a trouvé l'explication à la vie. On comprend qu'il y a un code génétique, on observe plein de choses, on voit des processus, mais comment des molécules organiques deviennent même un ADN, on ne comprend pas. Comment tout ça, tout d'un coup, ça s'auto-organise, puis c'est hyper discipliné ce qui se passe dans les cellules. C'est incroyable, c'en est même. Là, tu dis, Dieu existe, mais bon. Mais on ne comprend même pas l'électron. On ne comprend pas, c'est ça, on ne comprend pas. Puis la nouvelle chose par rapport à la réalité de ce qui commence à être découvert, mais on est beaucoup
beaucoup, c'est pas public, donc si c'est pas public, ça va prendre du temps avant que notre éducation le porte. C'est que la conscience, maintenant, est une donnée du monde de la réalité. On pensait que la conscience était un résultat des cerveaux, puis que finalement, plus tu mets, comme si tu fais un ordinateur, tu fais un réseau de neurones d'ordinateurs, plusieurs ordinateurs en réseau, ils vont finir par avoir une conscience. C'est comme beaucoup de pouvoir de calcul. C'est pas ça du tout. Parce que là, on commence à comprendre que même quand on décède, la conscience continue. Elle ne dépend pas du cerveau. Elle ne dépend pas que du corps. Et la conscience, elle fait partie de l'espace-temps. Elle est comme l'énergie, l'espace-temps et les forces et la conscience. La conscience devient une donnée de la réalité, dans les équations mathématiques de la réalité. Et là, puis c'était déjà là avec la mécanique quantique. C'est juste qu'on ne savait pas trop comment le positionner, puis c'est encore assez incomplet. Bon, on découvre des choses qui nous ramènent au sens que le mystère de la vie, le mystère de la conscience, le mystère de la sagesse, le mystère du pourquoi, d'où on vient, où on va, faut oser ouvrir la boîte, parce que comment connaître cette chose qui est au milieu, puis qui a plusieurs images selon l'éclairage qu'on est, si on y va juste avec ton code génétique. Puis que la croyance dans les années 60, c'était que tu as un code génétique à vie, c'est comme l'empreinte, ça ne changera jamais. C'est faux. Avec l'épigénétique, aujourd'hui, on sait que ton mode de fonctionnement mental influence ton code génétique. Tu peux transformer même ta santé si tu développes ce focus, cette capacité d'être centré, d'être aligné. Et c'est ce que la philosophie enseigne. Donc, il y a ça, c'est tout autour de cette image du faux et du vrai, mais dans le vrai, c'est incroyable la beauté. Quand on parle d'alignement, on parle d'harmonie dans notre vie. On parle d'être capable d'avoir des expériences de subtiles, plus sensibles, plus ouvertes aux autres, plus ouvertes au monde. Malgré toutes les différences, on ne se sent plus agressé. C'est cette ouverture dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est l'opinion, ça revient à l'importance d'être conscient qu'on a même nous-mêmes des opinions. Parce que si on a une vision définie de la réalité, comme de la science, comme de la vie, mais on sortira pas. Arrêter, définir et arrêter. Par exemple, pour moi, la vie, c'est le matériel. On vient au monde, la conscience, c'est un produit du cerveau, et on meurt, et puis il n'y a plus rien, fini. Et toute cette vision-là, il va être une vision, c'est correct, c'est pas un jugement. Mais si je regarde, je suis scientifique, mais je vais regarder la vie selon cette loupe-là. On reste dans notre boîte et on va écrire là-dessus et ça va faire une civilisation ensuite matérialiste comme laquelle on vit, si on veut. Ou, malgré que ça commence à changer, heureusement, que cette vision-là, on voit que ça ne tient plus, là, qui a été valide pendant les derniers 200 ou 300 ans, mais plus dans les derniers 50 ans, où finalement on se rend compte que ce modèle-là ne tient plus. Où il faut changer la vision du monde avec les nouvelles découvertes. Même les arbres, tu parlais de la conscience, on se rend compte que les arbres ont une conscience, même si c'était su par les sagesses amérindiennes et toutes les sagesses du monde depuis des milliers d'années. Ils l'exprimaient d'une façon différente. Aujourd'hui, on va l'exprimer selon une façon scientifique, mais eux, ils savaient d'une façon plus, je dirais, intuitive ou par le vécu différent que d'une autre. Mais on sait que les plantes ont une conscience, communiquent entre elles, coopèrent, s'entraident. C'est comme des familles. Puis c'est pas moi qui le dis, la science le dit maintenant. Que les arbres plus vieux vont prendre soin des petits arbres autour d'eux. Alors qu'on vivait dans une logique de compétition, darwiniste, c'est-à-dire que les plus forts gagnent, les autres, c'est chacun pour soi. On se rend compte que c'est pas comme ça tout à fait. Même c'est l'opposé de ça. Il y a plus de coopération que de compétition. Entre les différents règnes aussi, les plantes peuvent communiquer s'ils sont attaqués par exemple une chenille, mais ils vont émettre quelque chose pour attirer un oiseau qui va venir manger la chenille. Ils vont plus dans l'harmonie, coordination, coopération. Donc c'est pour ça que c'est important de se rendre compte d'élargir notre vision du monde, de sortir de nos boîtes. Mais il y a un travail pour ça. Continuons à avancer. Là, cette petite phrase, voilà une phrase de sagesse d'Épictète, elle n'est peut-être pas évidente à première
Mais prenons le temps d'y réfléchir. Puis, si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Ça, on assume que c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que tu vas te laisser manipuler physiquement par quelqu'un d'autre, même te prostituer, à la limite? Bon. Ça, on dirait non. Il y a quand même un certain respect. Là, on est dans le visible. Mais, et toi, quand tu livres ton âme, ou ta conscience, au premier rencontré, pour qu'il la trouble et la bouleverse, s'il t'injure, tu n'as pas honte pour cela? C'est à quel point on se laisse influencer par la critique d'un autre, etc., ou le jugement, ou l'attente, ou séduire, même séduire. On nous envoie des compliments, puis, puis là, finalement, on aime bien la personne, parce qu'elle nous complimente, mais tu sais, c'est la séduction, puis c'est une forme de manipulation aussi. Alors, peut-être plus dur à constater, mais on devrait avoir le même respect pour soi-même, tu sais, par rapport à comment, justement, les communications et les relations se passent, avec courtoisie, avec honneur, avec noblesse. Là, c'est génial, la communication. Et quand c'est insidieux, quand c'est une manipulation cachée derrière, ou quand on parlait d'intimidation, de critique injustifiée, puis même si c'est justifié, des fois, ça ne veut pas dire. Alors, mais ça revient aussi, comme tu disais, à notre responsabilité. Tu sais, peut-être que l'autre est une source, justement, de ce trouble. Mais pour nous, c'est un peu une petite épreuve pour apprendre à ne pas être troublé. On ne peut pas changer l'autre. Donc, c'est à nous de changer notre position pour que finalement, on reconnaît que c'est en train de se passer, mais non, je vais y réfléchir, mais ça ne m'affectera pas. Mais avant qu'on en arrive là, souvent, on a été troublé. Il faut apprendre à surmonter ces situations. Pourquoi? Parce que c'était plus invisible. On s'est fait avoir par des émotions de l'autre. C'est des fois, c'est aussi bête que un groupe est ensemble, ils ont du fun, puis quelqu'un arrive très déprimé à la porte, et puis se joint un groupe, puis là, pouf, l'ambiance tombe. Tout le monde s'est fait avoir, là, et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, ou le contraire. Vous avez justifié aussi. Tout le monde le groupe est un peu endormi, puis arrive quelqu'un plein de feu, puis là, ouf, le party commence. Tant mieux, dans ce cas-là, ils amènent de la lumière, du feu, mais c'est ça, c'est qu'on est influençable. Ça se conduit, ça se canalise, et puis c'est ça. Alors, là c'était une petite réflexion qui touche un peu les points qu'on a vus avant, mais le fait que il y a des choses évidentes par rapport à la réalité physique, un peu comme la sécurité, la protection qu'on se donne, le respect, ça doit s'appliquer aussi jusqu'à la conscience. Là, je vais sauter rapidement. Faisons-le, parce que là, dans le temps, il est 8h30. Tout après, on prendra le petit. Ouais. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. Encore là, on en a déjà couvert plusieurs. Des causes extérieures. Et puis peut-être nous dit ça comme ça. Ça implique donc qu'il y aurait aussi des causes intérieures. Tu sais, dans le sens qu'il y a des causes extérieures, c'est-à-dire ce qui peut nous influencer, ce qui peut nous conditionner. Maintenant, c'est bien qu'il soit marqué aussi peu que possible. Oui, parce qu'on n'est jamais parfait, c'est jamais absolu. C'est pas juste une question de perfection, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être vécues par l'extérieur. Comme la sexualité, l'amour,
choses comme ça. Des choses qui sont externes, qui vont produire des choses à l'intérieur. Et puis ça, c'est quand on arrive à une étape qu'on est justement, qu'on a tout éliminé l'extérieur, qu'on est juste sur soi, là on s'aperçoit qu'il y a un manque malgré tout. On est à l'intérieur, mais on s'aperçoit. Et là, c'est là qu'on doit réapprendre à vivre avec l'extérieur et de le laisser rentrer tranquillement. L'étape suivante. C'est à cause des instincts, des choses qui se passent toutes seules. On a besoin de ça, puis c'est quand même spécial. Oui, ben, tu vois, dans ce que tu décris, si on prend juste essayer d'approfondir le concept d'intérieur et d'extérieur, tu sais, dans le langage philosophique qu'on trouve, parce que qu'est-ce qu'il nous dit vraiment Épictète? Dans la perspective, Épictète c'est un romain, hein, de l'an 50 après Jésus-Christ. Au début de sa vie, il était esclave. Et puis, à l'âge de 50 ans, il a été libéré de l'état d'esclavage dans le monde romain parce que son maître est mort. Mais son maître l'avait acheté. C'était marchand, les esclaves. Et puis, c'était un état normal. En fait, un esclave, c'était un servant. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas la technologie, les machines qui t'aident, donc tu avais des servants. Sauf que les règles de comment tu traitais ton servant, ça laissait une grande liberté au maître. Par contre, il était éduqué, il faut dire, souvent les esclaves étaient éduqués, c'était pas comme au fouet tout le temps, comme on peut l'imaginer. Ils vivaient dans une maison, ils avaient une chambre. Je dis pas que ça pour valoriser le tout. Non, on leur donnait les moyens de fonctionner quand même. Même avoir famille et tout, ça faisait partie comme la maison des servants. Avec des différents degrés, on peut comprendre, parce que tu as jusqu'à les galères, hein, les rameurs, ils vont ramer jusqu'à mourir, mais ça aussi c'est une forme d'esclavage. On a eu pire encore après, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'ils l'abolissent, parce que là c'était vraiment une ultime horreur. Bon. Mais c'est devenu un grand philosophe qui a influencé l'empereur Marc Aurèle. La sagesse d'Épictète était son maître de pensée. Marc Aurèle, un autre, on va voir, un autre philosophe dans le stoïcisme, l'empereur romain s'inspire d'un ancien esclave, mais qui est un philosophe d'une stature incroyable. Donc, ce n'est pas ton statut social qui fait ta capacité d'être une conscience qui vit pleinement les choses et puis qui est un modèle pour les autres. C'est peut-être le point que je voulais faire en termes de qui influence qui. Chez les Romains et les Grecs, la vision du monde, ça c'était vrai aussi pendant la Renaissance, quasiment jusqu'à la Renaissance. Et on voyait le monde comme en 3 sphères. Et puis dans les 3 sphères, c'est un peu faible, on leur donnait un nom tout simple, c'est comme des sphères de réalité. La réalité étant tout ça. Il y avait une réalité physique. Sûrement, c'est physique. Mais quand on dit physique, il y a des couches là-dedans aussi. Il y a une réalité spirituelle. Le spirituel, et une réalité psychologique. Psyché. Psychologique. Parce que d'où vient le mot psyché qui veut dire aussi âme. Donc il y avait l'âme. Psyché, c'est âme. Oui, c'est ça, psyché, c'est l'âme. C'est en grec, psyché, l'âme en français. Et l'esprit. Et le physique, ou tout ce qui est finalement, toute cette dimension-là, c'est un peu la dimension animale, avec les instincts, comme je disais. Voilà. Mais il y a d'autres dimensions, une dimension mentale, une dimension qui dépasse le mental. Puis on va parler donc de l'extérieur, du monde externe. C'est ça, la fameuse extérieur, pour eux,
Et ça faisait partie du gros bon sens, tu sais, même dans l'éducation, là. C'était comme, tu ne remettais pas ça en question parce que tu pouvais l'observer dans la nature. C'est que la réalité à l'extérieur, elle est à peu près jusqu'à tout ça. C'est toute la réalité minérale, végétale, animale et même rationnelle. C'est que la raison fonctionnait rationnellement, voir le côté blanc et noir, bon et mal, peu importe comment, les polarités. Tout ce fonctionnement-là, de calcul, c'est rationnel, la négociation, fait partie de l'extérieur. On peut se demander pourquoi, pourtant, quand je pense, ça a l'air plutôt intérieur. Pythagore va dire, par exemple, que l'intelligence humaine n'a pas de pensée. Okay? Ce qu'on appelle des formes pensées, des modes de pensée logiques. Eh bien, dans l'intelligence, tu n'utilises pas de mots. Quand tu es en contact avec l'être, qui est la dimension supérieure, l'esprit, ben là, il n'y a plus de langage. Donc, c'est pas filtré, c'est direct. C'est comme, en fait, cette dimension-là, ici, qui définit l'humain, avec notre intelligence, pas juste l'animal, ce croisement entre l'esprit et notre âme, est au-delà des mots, au-delà des définitions, au-delà des catégories. C'est une lumière. Et puis c'est là que là on parle, c'est plus extérieur. Alors c'est intéressant, c'est à explorer. Hein? Là, je veux juste amener une vision du monde qui était évidente. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé depuis le XVIIe siècle, vers la fin de la Renaissance? On a commencé à évacuer cet aspect-là. À dire que le plus haut niveau, c'est rationnel, que même l'éthique va être rationnelle. Aujourd'hui, si on parle des groupes humanistes, au Canada en tout cas, c'est comment rationnellement on peut arriver à des valeurs éthiques. Ah oui, mais tu es dans la négociation, tu es en train de peser le blanc et le noir, tu es en train de... Tu ne vas pas au cœur des choses. Et en toute chose qui existe, les plantes, les minéraux, les animaux, le vivant, nous, il y a un cœur, il y a un centre, il y a une source, si on veut, de cette vie dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est ce qu'on nous propose, qui est une vision universelle. Arrive le monde plus scientifique, qui va rechercher à définir la réalité par la recherche juste de la mesure du matériel. Donc finalement, la science actuelle va se limiter à une couche très matérielle, qui n'est même pas l'énergie comme le chi, là, qu'on voit en médecine chinoise ou dans les arts martiaux, qui n'est même pas les émotions, mais qui se limite au monde matériel. Et là, avec ça, on va essayer de définir toute la réalité en excluant tout le reste. Donc on a un problème. On a beaucoup aplati les choses. Et ça, c'est le défi. Quand tu lis un livre de philosophie ancien, c'est dur de comprendre ce qu'il veut dire par extérieur quand tu ne sais pas ça. Il y a des clés. Et c'est ce qu'on découvre dans l'école de philosophie, c'est ça qui est important. Ça nous permet de nous rapprocher, puis de donner du sens à ce que vous disiez tout à l'heure au début. Comment je peux prendre une distance? Comment je peux réfléchir sur des situations qui passent par mes sens? Comment je peux ne pas coller tant à mes émotions? Mais c'est qui décolle? L'être, il est où? Dans quel organe? Quand tu es là, il n'y a plus d'organe. Les organes, c'est là. Donc, oui, on a des outils qui confirment, et qui ont été confirmés depuis des millénaires, des choses qu'on comprend, mais qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne nous a jamais enseigné à l'école, puis qu'on ne peut pas même s'expliquer entre nous parce qu'on ne trouve pas les mots, parce que le concept de l'âme a été évacué, le concept de l'esprit a été évacué. Ce n'est pas juste des concepts, ce sont des réalités.
Voilà, c'est toute une proposition, n'est-ce pas? Mais c'est de mettre les choses en perspective aussi. C'est de réintroduire quelque chose qu'on sait intuitivement. Alors c'est ça, juste cette phrase-là nous oblige à se poser cette question, parce que sinon l'extérieur, ça va en dehors de ma peau. Tu sais. Mais non, ma peau fait partie de l'extérieur. Ma vitalité aussi, ce que j'ai mangé, tu sais, mon dynamisme. En termes de, tu sais, je parle de ce qui nous booste, là, tu sais, le fait que, mettons, tu prends une bonne marche, puis tu es revitalisé, mais ça, c'est aussi extérieur. Ton état émotionnel, qui est variant, c'est aussi extérieur. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le gérer. De toute façon, les émotions, on les partage beaucoup. C'est un champ dans lequel on baigne tous. Quand tu es baigné dedans, tu es voilà. Donc, j'ose présenter ça, parce que bien que ça se développe beaucoup plus dans notre formation, nos cours de philosophie, mais je pense que c'est important que directement on dit, attention, il y a une autre perspective qui existe, beaucoup plus complète à découvrir. Mais juste pour ajouter là-dessus, c'est une bonne explication, mais juste ajouter toute la partie qui est au-delà du rationnel, comme dit Pierre, mais imaginez tout ce qui est les vertus, par exemple la générosité, l'entraide, la fraternité, le courage, tu sais, c'est pas mesurable, c'est pas palpable, c'est une autre dimension qui... Tout le monde a une idée de ce que c'est, mais on ne peut pas dire de définir par des mots, ah mais ça c'est le courage. Mais l'altruisme, puis toutes ces choses-là, le courage, moi je trouve que c'est mesurable. Ça devrait faire partie de l'extérieur. Hein. Tu peux mesurer tant de livres de courage? Oui. En poids, en grammes, en substance? En neurotransmetteurs. On peut modifier, on peut changer ces aspects-là d'une personne juste en augmentant, mettons, la sérotonine, la cytocine, des choses comme ça. On peut venir jouer sur ce comportement-là. J'ai l'impression qu'il faut aller encore plus haut que ça encore. C'est très intéressant, j'étudie ça aussi. Hein. Et puis, tu sais, l'oxytocine et tout ça, ce qui harmonise. Ouais. Puis qui fait que, ça, en fait, quand ça harmonise, toutes les régions du cerveau sont mobilisées simultanément, alors quand tu es en mode défensif reptilien, et l'autre mode opposé, là, c'est très réduit. Tu sais, c'est vraiment... bon. Ça se passe là, ça, dans la chimie ici. Mais on sait que c'est des émotions aussi. Hein, l'état émotionnel est vraiment palpable. Donc ça se passe là aussi. Mais si j'en ai conscience, si j'ai réfléchi, si j'ai observé, comme on disait au début, je m'observe dans différents états émotionnels qui se mesurent scientifiquement même au niveau physique. Est-ce que c'est ça que la cause, elle est là? Oui, où on va en venir? Si je suis capable de réfléchir que j'ai même donné des noms, tu sais, à l'amour, mais l'amour, c'est aussi la compassion, c'est aussi l'empathie, c'est aussi, tu sais, c'est comme un réseau de principes. Ce sont des forces dans la nature, c'est puissante hein, quand on vit l'amour. On en a même ici c'est comme des lumières, c'est comme des couleurs de lumière, mais qui deviennent des mots, mais qui, on reconnaît rationnellement que je ne peux pas les mettre dans une boîte, que je ne peux pas les catégoriser. Le danger aujourd'hui, c'est qu'en génétique, on va dire, oui, on les a catégorisés, ou en neurosciences. Tout est explicable par la chimie du corps. En fait, la chimie du corps est très limitée. Elle te donne des états, soit reptiliens, soit entre les deux, un peu négociateurs, ou soit oxytocine. Et c'est vraiment des polarités. Le pouvoir de l'humain est beaucoup plus large que ce qui va s'imprimer au niveau physique. Le principe derrière ça, en fait, c'est que ça, c'est le monde des causes. Ici, on mesure les effets. Et les effets, les causes, viennent aussi dans les émotions. Il y a aussi des effets émotionnels. Donc, ça descend comme dans une chute. On a complètement se libérer de l'opinion des autres, se libérer du conditionnement du milieu, c'est de nourrir ce qui est là pour être capable d'avoir les effets qu'on veut. Donc oui, tu peux changer ton état physique, tu peux changer tes états émotionnels, évidemment en travaillant avec le temps, en travaillant avec les rythmes de la vie, c'est pas instantané,
Et le biofeedback, comme tu dis, tu peux l'utiliser comme un petit boost, mais tu vas être beaucoup plus... Tu ne pourras pas le faire si tu ne travailles pas avec l'imaginaire, même les symboles qui correspondent à ces pouvoirs des vertus. On va les associer à des comportements. Tu sais, le courage, quelqu'un qui ose faire quelque chose, risquer sa vie même, tu sais, pour aider un autre, une forme d'altruisme. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans le courage possible. Il y a toutes sortes de formes de courage. Le courage d'être soi-même, le courage de se discipliner pour avoir une certaine continuité aussi, puis pas être encore une fois conditionné par les circonstances. Mais le mot courage... Peut-être que c'est comme une cohabitation entre justement l'âme et le physique. Oui. Des fois, à ce moment-là, c'est la neuroscience qui prend le dessus, mais on sait que des fois, on peut complètement changer la réalité. On peut défier les exemples des médicaments qui sont supposés de changer. On peut défier des choses. Peut-être c'est une cohabitation, puis justement, le mode neurologique est plus bas encore, mais c'est là quand on est en réaction à ce moment-là. Et le l'âme un peu plus haut. Pas besoin de ça, mais se laisse influencer par ça. Oui, quand même. Et puis, une émotion d'une personne, une émotion de l'autre s'influence aussi comme ça. Comme la chimie influence la chimie. Tu sais, c'est des mondes parallèles. Mm-hmm. La beauté de notre conscience, c'est qu'on fonctionne avec des véhicules. Pas juste un véhicule, c'est pas juste un corps physique, c'est aussi un corps vital, énergétique, c'est aussi un corps émotionnel. Et tout ça, c'est intégré. Mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, tout le monde est exactement pareil. C'est le corps qui vient définir. C'est le corps dans lequel qui définit, qui viendrait quand même définir certaines choses. OK. Tu vois ce que tu veux dire? C'est qu'ici, on est pareil, oui. Parce que c'est comme l'esprit universel, l'unité. Exactement. Tout est un peu absolu et parfait, alors que là, en bas, il y a des différences, tu sais, comme les polarités. Tu sais, qu'on est avec plus mettons, de capacité sentimentale, plus de capacité analytique. Puis, bon. Oui, les grandes différences sont dans les formes qu'on prend. Au-delà des formes, on pourrait croire qu'il n'y a plus de différence, on est tous des clones, mais le concept du clone, c'est dans le physique. C'est qu'en fait, mettons qu'on utiliserait le concept de la lumière ici, juste pour avoir un sens au-delà des formes. Il y a quand même des intensités de lumière, il y a quand même des couleurs, il y a quand même des raisons d'être qui sont aussi différentes. OK. On se donne jusqu'à 9h30, mais on va aussi les questions, surtout, mettons, à la fin, on va se poser des questions de synthèse, là, mais vous pouvez avoir des questions en cours. Comme vous voyez, on veut interagir un peu pour pas passer par-dessus la tête, là, puis faire des choses qui, finalement, on n'est pas comme 30, vu qu'on est 6, 7, là, on a le temps de se parler. Et Michel va nous accompagner dans une autre image qu'on appelle une allégorie, une analogie, comme une histoire que Platon nous raconte, qui s'appelle le mythe de la caverne. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça, mais là on va l'élaborer un petit peu plus, on va rentrer dedans, puis essayer de comprendre justement la clé de compréhension de ça, parce que des fois c'est mal compris. Tu sais, ça ressemble un peu à la Matrice, comme dans le film qui était bien fait. Mais bon. Go Michel, je te donne une image. Mais juste ajouter, par rapport à ça aussi, de ce qu'on voit depuis le début, ce qu'on a perdu dans les 300 dernières années, ce que l'humain a perdu, quand on fait de l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident, mais on se rend compte qu'ils avaient, dans d'autres traditions, plusieurs traditions, un langage, qu'on a appelé le langage symbolique, pour parler de réalités, justement, qui dépassent le simple... au jour le jour, tu sais, j'organise mon horaire, j'ai mon agenda, puis je m'organise. Toute cette partie-là qui est justement para-rationnelle, métaphysique, au-delà du physique, comment en parler? On ne peut pas en parler avec des mots, justement, parce que c'est des concepts, on le voit, c'est pas comme ce que Pierre a défini. Donc, ils avaient un langage symbolique, donc c'est un langage d'image au travers des mythes. Mythe, la racine, c'est mythos, ça vient du grec, ça veut dire parole de vérité.
Alors qu'aujourd'hui, on penserait que le mythe, c'est une histoire qui est fausse, qui n'est pas vraie. C'est justement c'est le résultat de notre perte de contact avec ce langage-là. On ne comprend plus aujourd'hui ce que ça veut dire. Quand je dis on, c'est en général dans la société. Il faut se réapproprier, et c'est ce qu'on fait ici à Nouvelle-Acropole, entre autres, de se réapproprier le langage symbolique. Mais ça prend des clés d'interprétation, dont celle-là et d'autres qu'on voit dans les premiers cycles de cours, pour comprendre de quoi on parle. Justement, c'est une clé intéressante quand on parle d'extérieur. On n'aurait pas pensé ça au premier abord, donc ça va être interprété, une phrase comme celle-là. Et c'est vrai pour tous les mythes ou penser au mythe d'Hercule, qui est vu comme une histoire pour enfants, mais c'est une histoire hautement métaphysique lorsqu'on comprend avec la bonne clé. Et bien d'autres qu'on pourrait citer et montrer comme exemple. Dans plusieurs traditions, il y a toujours eu des histoires, des mythes de création, des histoires de la création de l'univers, de la création de l'humanité. Donc aujourd'hui, on va prendre ça au premier degré, au premier niveau. On va prendre ça au niveau basique, c'est-à-dire on va interpréter littéralement ce qui est écrit dans ces histoires-là. Donc, l'allégorie ou le mythe de la caverne, c'est ce que Platon a fait à travers des images, une série d'images par une histoire. Mais il nous parle d'une réalité qui est transcendante. Qui parle de l'être humain, en fait, qui parle de nous. En tant que conscience, en tant qu'humain, qui est entre justement un extrême et un autre. Est-ce que vous l'avez déjà lu ou entendu, le mythe? Ou ça fait longtemps, peut-être au collège, au cégep? Je n'irai pas en détail. Ah, ça vaut le coup de le révisiter. Ben, c'est ça, je veux juste savoir où on en est. Comme ça, je vais voir le niveau de détail. Parce que c'était... Bon, je vais mettre une image. J'ai déjà une image vaut 1000 mots. Bon. Platon, au travers c'est écrit dans la République de Platon, le livre La République, dans le livre numéro 7. Donc, il parle il va nous raconter une histoire, en fait, en commençant par ceux qui sont ici. On va dire que ce sont des prisonniers. Imaginez-vous qu'on est venu au monde dans le fond d'une caverne, on est prisonnier, on est enchaîné au fond de la caverne. Et tout ce qu'on a vu toute notre vie sont les ombres projetées dans le fond de la caverne. Ombres qui sont produites par le feu, l'ombre des pièces qui sont là, qu'il y a des gens qui présentent devant le feu et fait une projection sur le mur. Donc toute notre vie, on a connu des ombres, et c'est ce que l'on prend pour la réalité. C'est ce que l'on prend pour vrai, parce qu'on n'a jamais connu autre chose que ça. Et on entend eux qui font des sons, donc on pense que c'est ça qui fait des sons. Donc tout ce qu'on comprend de la vie, de la nature, c'est ça. Et la réalité, c'est ça pour nous. L'histoire de l'allégorie, c'est ce prisonnier, à un moment donné, qui s'échappe, qui réussit à sortir et à monter et à sortir de la caverne. Donc, je vais rapidement, mais il y a tout un processus. Il y a le prisonnier au départ qui se retourne, il voit les formes, il voit ce qu'il prenait pour la réalité, et là, il ne sait plus. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? C'est un peu ça. Comme nous, on se rend compte, à un moment donné dans notre vie, on se rend compte à quel point, finalement, qu'est-ce que je connais de la vie? Peut-être que vous avez déjà eu ce flash-là dans votre vie, à un moment donné, qu'en apprenant des choses, on se rend compte qu'on ne connaît rien, en fait. Donc, ce prisonnier qui se rend compte qu'il ne sait plus c'est quoi la réalité, il peut avoir soit une espèce de peur, de crainte, et retourner s'asseoir, retourner à la caverne et voir dans ce qui est habitué, dans les habitudes. C'est ce que je connais du monde, je vais rester là-dedans. Il peut y avoir cet appel, OK, je vais sortir, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, comment que ça marche. Et finalement, sortir et tout ce chemin ascendant qui n'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est très bien illustré par la caverne, parce qu'il y a un cheminement, c'est pas juste par la pensée, je m'imagine là que j'y suis. Ce qui est le risque de l'intellectualisme aujourd'hui, c'est-à-dire que je lis des choses inspirantes et je me pense déjà en dehors de la caverne. C'est-à-dire que je connais la réalité des choses, alors que non, je suis dans le fond de la caverne. Donc il y a un cheminement, une escalade à faire, c'est dur, c'est pas facile. Et je sors à l'extérieur, mais le résultat, ça va être quoi? Ça va être ébloui par le soleil. J'ai vécu toute une vie dans le fond d'une caverne, donc je vais arriver là, mais je verrai rien. Et c'est ce que Platon décrit dans son mythe.
Il va commencer par voir par terre, il va voir les ombres des choses, il va voir les reflets dans l'eau. À un moment donné, il réussit, après beaucoup d'efforts, à voir finalement le soleil et à voir comprendre que c'est le soleil qui est maître un peu, autour duquel la terre tourne, qui donne les saisons, qui donne tout ce qu'on connaît, qui donne la vie. Est-ce que vous voyez un peu le contexte? Donc, c'est ce que va appeler Platon le bien, le beau, le juste, les archétypes, c'est-à-dire l'essence de la vie. Donc, il y a tout un cheminement pour y arriver. En fait, c'est de ça qu'il nous parle. C'est-à-dire, le fond de la caverne, ce sont tout ce qui est, Pierre expliqué comme l'extérieur, le monde des opinions, le monde des préjugés, des idées préconçues. Ça appartient au monde de la caverne. Ce sont les illusions qu'on se crée nous-mêmes, sur lesquelles on a vécu toute notre vie, dû à notre éducation, à la civilisation dans laquelle on est. Qu'on le veuille ou non, on est conditionné dans le monde dans lequel on est. Mais pour en sortir, ça prend tout un cheminement pour arriver à s'échapper. Peut-être justement, il y a un point, là, dans ce cheminement, il y a des étapes où on constate que l'ombre, il y a des correspondances entre ces objets-là et les ombres. Donc ça, c'est comme si on voyait que les effets biochimiques mesurables en neurosciences, il y a des états émotionnels. Et puis l'effet émotionnel donne un effet. C'est dans le sens que ces objets-là sont un peu statiques, mais ils bougent. Puis qu'est-ce qui est derrière? Il y a un feu. Mais ce feu, il brûle de quoi? D'un bois, d'une huile. Ça prend un matériau qui ne vient pas de la caverne. Donc il y a un mystère. Qu'est-ce qui entretient ce feu? Donc la même chose ici, il y a des choses dans nos émotions qui sont nos motivations. On va des fois prendre nos motivations pour des raisons d'être, mais c'est juste des moteurs, des motivations. C'est un feu aussi, puis qui à un moment donné, comme une passion, à un moment donné, se brûle. On peut se brûler à juste brûler ça, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de fuel, parce qu'on ne s'est pas ressourcé de qu'est-ce que ça prend. Et puis après, quand on sort, évidemment, là, il y a des arbres, il y a tout. On comprend que finalement, tout ce qui est dans la caverne, même les humains qui vivent dans les apparences et qui se contentent de ça, confortablement, ils sont tous aussi comme origine en dehors de la caverne, en réalité. Et nés sous le soleil, en réalité. Mais ils ont oublié. Parce qu'on oublie. Puis on oublie, à travers les générations, on oublie... La connaissance. Alors, il y a plusieurs... c'est bien écrit quand on le lit, là, le texte, mais je voulais juste ajouter cet aspect que c'est que finalement on se rend compte, on creuse, puis on se rend compte qu'il y a des causes viennent toujours d'un peu plus haut. Que si j'ai besoin de corriger quelque chose au niveau émotionnel, il faut que je travaille au niveau rationnel, parce que je vais trouver des clés là pour gérer ça. Au niveau émotionnel, je vais pouvoir gérer ma vitalité. Avec ma vitalité, je vais pouvoir améliorer ma santé physique. Et puis, l'état de ma santé physique, s'il n'est pas bon, comment va ma vitalité? Si ça bloque, il n'y a pas de courant vital. J'ai-tu un nœud émotionnel? Je suis comme bloqué sur un truc là, qui me fait peur. Puis si émotionnellement, je n'arrive pas à défaire ça, avec d'autres émotions, c'est normal. Il faut que je passe au niveau rationnel, puis que je regarde ça un peu plus froidement, que je comprenne. Et puis après, la raison elle-même ne suffit pas. Elle a besoin de lumière qui vient de notre être. Puis là, on rentre dans une dimension plus intérieure. Ça c'est pour l'échelle. C'est ce cheminement de la conscience, en fait, qui doit retourner à l'origine. Et le philosophe, c'est lui qui cherche à sortir. Et le sage, c'est lui qui est allé à l'extérieur, mais qui doit retourner à l'intérieur pour aller chercher les autres. C'est Socrate, c'est Platon, un peu nous, un peu, des fois à divers niveaux. Nous tous, lorsqu'on a une petite lumière de mise en pratique, de connaissance, mais on veut la partager, on veut aider les autres. Et souvent, on se rend compte que les autres ne sont pas prêts. Des fois, on est vu comme un extraterrestre parce qu'on parle de c'est quoi le sens de la vie, parce qu'on se pose des grandes questions. Les gens ne veulent pas rien savoir des fois de ça. Donc, on se frotte à ça. Donc, c'est normal parce que les gens, tous, on est conditionnés, on voit la réalité, c'est ça. Et puis, il n'y a rien d'autre.
Donc quand quelqu'un vient, hey, ben moi, je sais que dehors, il fait beau, il y a le soleil, il y a les arbres, tout ça. On dit, ben de quoi tu parles? Tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur, tout est ici. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Ouais. Ouais. Et puis c'est l'inconnu, au point où eux, en groupe, vont dire nous on est bon à deviner le mouvement, un peu comme les mouvements de la bourse. Qui est bon là-dedans? Surtout que c'est truqué, c'est manipulé, c'est un beau casino en fait. Puis pourtant, hein, c'est ce qui gouverne notre monde. Les cotes des compagnies, les cotes des pays, c'est incroyable quand on y pense. On a une religion de l'argent. Alors qu'en fait, la source de tout, c'est pas l'argent, c'est le soleil, mais tu sais, le soleil dans le sens que aussi l'esprit, c'est parce que c'est une image, hein, une parabole. Alors là, tous ces gens en bas, ils compétitionnent, puis ils sont vraiment bons à détecter des subtilités dans le mouvement des ombres. Puis ils vont demander à celui qui est redescendu, essaie de faire mieux si tu comprends mieux les choses que nous. Il ne voit rien. Il était tellement habitué maintenant à la lumière d'un monde vraiment éclairé que dans la caverne, tout est noir. Ou au pire, il va voir la même chose, mais ils ne sont pas nécessairement capables d'interpréter mieux les ombres, mais ils voient d'autres choses. En plus. Puis les autres vont dire, ben, bon, t'as pas gagné, parce que selon nos critères, t'as pas gagné. Mais c'est intéressant. Oui. Selon nos opinions. Dans son, exactement selon ses critères, dans son jeu à lui, s'il y avait autre chose, ben, il serait supposé d'être meilleur dans leur jeu à eux. C'est ça que souvent les gens vont exiger pour prouver que en haut, c'est bon. Même encore, s'ils arrivent à le prouver, là, à ce moment-là, il reste la peur de l'inconnu. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Socrate? D'autres qui sont venus, Hypatie, les grands philosophes, ils ne sont pas accueillis. Ah, merci de venir nous aider à apprendre à être plus sages. Non, ils ont été mis à mort la plupart. Mais Jésus-Christ qui est arrivé avec un message. Au-delà de la religion, il est arrivé quand même avec un message, mais qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Hypatie d'Alexandrie, qui était une philosophe, Giordano Bruno à la Renaissance, qui arrivait avec des connaissances, et puis ce qu'on fait avec eux. Ils brûlent, on les reconnaît après, mais bon. Sur le coup, on ne veut pas rien savoir. Donc c'est ça le sage, ce que Platon nous explique avec cette histoire-là. Et ça, c'est le chemin de l'humanité, qui est dans un niveau personnel, mais au niveau de l'humanité en tant qu'humanité. C'est le chemin qu'on doit faire tous, qui est de prendre possession pleinement de nous-mêmes, de notre conscience, de des choix qu'on fait, de où on veut aller, de qui on est. Donc, on a tout ce chemin-là à faire, ce travail-là à faire, qui n'est pas un jeu de hasard. On ne sortira pas de la caverne par hasard, il y a des lois. Par les forces, c'est ça. Il y a des lois naturelles à découvrir, à mettre en pratique. Il faut comprendre comment ça marche, comprendre qu'on est limité, et comprendre qu'il faut sortir de cette boîte-là, parce qu'on va toujours être pris dans notre boîte. Mais la nature est bien faite, parce que si on ne veut pas sortir de la boîte, ben, c'est la douleur qui va arriver, et puis par la souffrance, on va prendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je ne suis pas bien? Parce que ça t'amène à te poser des questions. La nature est faite comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est ce que nous disaient les grands sages depuis des milliers d'années, que la souffrance va arriver si tu ne prends pas conscience. J'avais dit à un moment donné, le bonheur aide à comprendre, la souffrance force à comprendre. Mais l'être humain comprend de deux façons, ou apprend de deux façons. Soit par l'illumination, de compréhension, j'ai compris ça. Ou par la douleur. Ou par la douleur. Donc, je peux continuer, je pense. Oui. Ah, c'est juste pour être drôle parce que on voit le même. Ça n'a pas changé. C'est ça, on voit ici, bref, des gens dans la caverne avec CNN et la télévision. Donc, dans un niveau sociopolitique, c'est un peu la même chose aussi. Si on y pense bien, c'est vraiment ce qui se passe. C'est même voulu comme ça. C'est d'entretenir une perspective qui sert les intérêts de certains. Ça nous maintient dans la caverne, puis les autres vont chialer, les nouvelles sont pas bonnes. Donc ils pourraient s'en aller, sortir de là, puis... Mais c'est pas comme ça. Et puis c'est pas juste la télé, c'est rendu nos mobiles, c'est incroyable. Bien que tous ces outils sont géniaux, si tu les utilises avec conscience. Mais ce qui est quand même spécial, c'est qu'une fois à l'extérieur, il y a encore une fois des nouveaux défis. Apprendre à vivre avec le soleil. Oui, des beaux défis.
Ils sont très ressourçants. Ouais. Et là, c'est là que tu vis Absolument. c'est là que tu la vis en profondeur. La vraie vie, oui. Ouais, ouais. C'est là l'aventure, tu sais pas d'où tu vas aller, mais c'est une découverte. Tandis qu'ici, ben, c'est ça. T'es dans le fond de la caverne. Tout à fait. Et tu avais une question à un moment donné, tu sais que si on considérait dans cette image-là que ça serait le monde physique, et puis qu'en haut, c'est le monde de l'esprit, puis qu'après, ça y est, ce qu'on utilise cette image aussi dans le sens de, ce soir, se libérer, hein, mettons des limites du fond de la caverne. Donc, est-ce que c'est se libérer du physique pour être juste dans l'esprit? Pas du tout. Regardez en haut, dans l'esprit, il y a quand même, c'est l'image, mais il y a quand même des plantes, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui poussent sous le soleil. Tu sais. Il y a l'humain qui s'épanouit dans le monde des vertus, par exemple. Tu sais, tout ça, c'est comme, là, on va vivre l'honnêteté, la noblesse, la courtoisie, tu sais, on va les vivre pleinement, puis ce ne sera plus juste des apparences ou des états biochimiques. Mais en les vivant, tu as quand même ton corps, là, tu sais, parce que faut comprendre, c'est une image. C'est-à-dire que tu continues à être émotionnel, tu continues à être physique, puis raison de plus. C'est-à-dire que tu es vraiment... cette clarté de la cause des choses, comme on dit, qui est intérieure, nous permet d'être plus présents aux autres, plus présents à notre santé physique, plus présents à tout ce qui se passe. On est, dans un état conditionné, on se coupe énormément. On est vraiment dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. C'est se libérer de nos boîtes, de nos illusions. C'est progressif, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis ça se fait encore mieux quand on le fait ensemble. Et essayer de le faire tout seul. Mais c'est une responsabilité individuelle de décider de le faire. Ça, personne ne peut venir nous chercher en le fond et nous sortir de la caverne. C'est ça. Sinon, on serait déjà tous sortis, je pense. C'est trop Mais beau. sinon, c'est chacun qui doit faire le chemin individuel et ensemble en même temps. Je vais passer ici. Ah, ok. Ici, c'est un extrait à la suite d'avoir raconté l'histoire qu'on vient d'entendre. Mais Platon va nous dire ça. Je vais le lire avec vous parce que c'est pas... bref, ça peut être expliqué. Il faut donc, si tout cela est vrai, en parlant de l'allégorie, en tirer la conclusion que voici, c'est que l'éducation n'est pas ce que certains proclament qu'elle est. Ils prétendent en effet mettre la science, la connaissance, dans l'âme où elle n'est pas, comme on mettrait la vue dans des yeux aveugles. Le système d'éducation, l'éducation en général. Comme aujourd'hui, on va à l'école, on prend un programme d'études. On va t'instruire. C'est ça, on va chercher la connaissance. Oui, au niveau technique, OK. Mais c'est pas le sens de l'éducation où... comme aujourd'hui, c'est ça. On nous vient comme si on allait chercher la connaissance à l'extérieur de nous. Donc ici, or le discours présent, en parlant de l'allégorie, il fait voir que toute âme a en elle cette faculté d'apprendre et un organe à cet usage. Comme un œil qu'on ne pourrait tourner de l'obscurité vers la lumière qu'en tournant en même temps tout le corps, cet organe doit être détourné avec l'âme tout entière des choses périssables jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vue de l'être et de la partie la plus brillante de l'être, et cela nous l'appelons le bien. En gros, ce que ça dit, je fais un dessin ici, il donne un exemple de l'œil. On a l'œil pour voir. Ça prend comme du rouge. On va vraiment différencier là, ce qui est pas déjà. Donc, je vais faire imaginez ça que c'est un œil. Et qu'en fait, l'œil regarde par en bas. Il regarde les choses périssables. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, en tournant tout un organe qui est l'œil, Tout le corps. en tournant tout le corps, ça veut dire que ça ne peut pas être juste comme ça. Ça veut dire qu'il faut tourner. Je dessine l'œil au complet. Il faut faire ce que Platon va appeler la conversion du regard. Ça veut dire retourner pour voir ce qui est en haut, ce qui est spirituel, ce qui est le monde de l'esprit, ce qui est à l'extérieur de la caverne. Donc, par l'éducation devrait servir à ça, tout au long de notre vie, à faire cette conversion de regard. Pour être capable de supporter. Des choses périssables. Oui, les choses périssables, c'est les choses éphémères. Okay. Ce qu'on trouve aussi dans beaucoup les textes orientaux qui parlent le monde éphémère, c'est le monde physique, le monde un peu illusoire parce que c'est éphémère. Mais donc, c'est ça que ça veut dire périssable.
Alors que ce qui appartient au monde de l'esprit, de la lumière, c'est impérissable. C'est atemporel. Tu sais, si on pense à toutes les vertus, là, l'honnêteté, l'amour, tout ça, tu sais, la justice, c'est des principes qui sont, c'est comme les lois de la nature, qui sont vraies il y a 10 000 ans, qui ne seront pas vraies dans 10 000 ans. Comme cette histoire-là, elle était vraie il y a 2500 ans, c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. On n'est pas sorti, la question qui peut dire qu'il y a la connaissance. Donc ça, c'est pas périssable. Quelque chose d'éternel. Puis jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de supporter la vie de l'être, la partie brillante de l'être. Et c'est quoi le support, c'est quoi qui doit, c'est quoi qui pourrait, c'est quoi qu'il y a de difficile à supporter dans la vie de l'être, la partie brillante? Vas-y, Michel. Je pourrais ajouter, c'est qu'il faut le voir comme la connaissance selon un point de vue. C'est-à-dire que si quelqu'un d'arriver avec... Le soleil, là, ça éblouit le soleil. C'est symbolique. Et là, c'est ça. Et là, c'est quoi qui est... C'est ça que je voulais faire. On peut faire une analogie. Imagine-toi, on parle de connaissance de l'esprit. La vue de l'être, c'est la connaissance. La connaissance, puis la sagesse, ou ce qui est l'être, ce qui est la source de l'être. La source de... Donc, quelqu'un pourrait arriver avec la connaissance, la sagesse, et on pourrait être brûlé par la connaissance parce qu'on n'est pas capable de la supporter. L'analogie, c'est imagine-toi que tu es en secondaire 1, puis quelqu'un de fin de maîtrise en mathématiques arrive, voici, oui, tu dis ça. Ben ça, je comprends. Tu le brûlerais, oui, je le comprends, mais je veux dire très particulièrement dans ça, on pourrait vulgariser ça comment, c'est quoi qui est de difficile à supporter de voir l'être, la partie brillante de notre être. Ça peut être aussi le mystère, comme la personne qui est... Je dirais que c'est de se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose. On travaille encore, peut-être. Entre autres, et ce qu'on découvre est étonnant. Okay. Puis ça se découvre progressivement, puis c'est toujours de plus en plus étonnant. Et on peut avoir la peur, comme il dit, qu'il faut être capable de supporter, dans le sens que je peux le voir, puis je ne veux pas le voir, j'ai peur justement de changer. Comme les gens dans le fond de la caverne, qui verraient qu'il y a un extérieur, mais je retourne dans ce que je pense. Dans mon confort, dans mes attentes, dans mes habitudes. Les habitudes, ce que je connais déjà. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on va découvrir. La connaissance de soi, ça implique qu'on doit vraiment avoir une ouverture d'esprit, parce que si c'est une attente, c'est déjà une illusion qu'on se fait. C'est une projection, c'est une idée qu'on se fait, une forme. J'ai demandé ça pour savoir à quel moment que on peut dire qu'on est en train de la supporter ou qu'on est en train de la subir. C'est progressif. Il y a un chemin, c'est pour ça que c'est bien fait la caverne, parce que tu vois qu'il se retourne, il voit le feu, il est un peu ébloui. Déjà, il y a de la misère à capter le feu parce qu'il est brûlé par les... Alors que c'est pas le soleil. Mettons, c'est dur à expliquer, justement, que ça prend un mythe, une histoire pour expliquer. C'est pour ça que c'est le cheminement philosophique d'apprendre. J'imagine que c'est pas personne qui a le même support à faire, parce que c'est pas la même douleur ou la même impact, c'est ça, peut-être. C'est ça. Une donnée qui se trouve pourtant dans beaucoup de livres, mais que les gens en général, ça passe, tu le lis, mais tu ne penses plus après. C'est le fait que l'être, c'est la partie de l'âme qui appartient à la dimension de l'esprit, qui est assise là, si on veut, qui siège, cet œil intérieur, est immortel. Alors là, non, je vais mourir. C'est pas logique. Rationnellement, c'est pas logique. Je vais mourir, c'est pas possible. Pourtant, de plus en plus démontrer que la conscience survit à la mort physique. Mais c'est pas expliqué rationnellement encore. Peut-être qu'on n'aura jamais d'explication rationnelle, parce que justement, ça transcende le monde des formes. La conscience n'est pas faite de formes, c'est pas des mécanismes et des rouages. Alors, ça, tu dis, ah oui, je comprends. Tu disais tout à l'heure, j'ai lu ça, je pense que je le comprends. Tu t'imagines, tu fais une fantaisie que tu comprends. Est-ce que tu le vis? Si tu comprends vraiment, est-ce que tu peux l'appliquer? Est-ce que tu le vis? Mais vivre le fait que tu es une âme immortelle, ça a des implications dans ton système de valeurs. Pourtant, quand même, on parle d'âme, ça fait religieux, mais le mot âme, psyché, est utilisé de tout temps.
au-delà des religions. Hein. C'est juste dans le monde moderne qu'on voit comme une opposé. Hein. Mais quand on parle de cet esprit ou âme immortelle, cette conscience, de se dire que est-ce que j'ai eu une vie? Si on parle de la vie immortelle, oui. Mais est-ce que j'incarne plusieurs fois? C'est intéressant de se poser comme question. Puis, pourquoi on incarne? Ça, si quelqu'un arrive avec ces réponses-là, est-ce qu'on va être capable d'absorber cette connaissance-là? On va être capable de l'intégrer? C'est pas dit que c'est le cas. Hein. Et vivre, intégrer, ça veut dire vivre en conséquence de, comme tu disais. D'avoir la conviction qu'on est un esprit qui est immortel dans un corps on peut se réincarner. Ça a des grandes implications. On va dire, mes choix de vie vont être totalement différents. Surtout dans un monde matérialiste. C'est ça. Où vraiment, quand tu meurs, tu as de la poussière dans la tombe. Là. On va t'incinérer, oublie ça après. Alors là, est-ce que c'est juste une croyance? Ou est-ce que je peux vivre quelque chose qui fait que j'en développe une conviction? C'est-à-dire que même sans mourir, réellement, physiquement, je suis en contact avec cette réalité. Et puis, d'un coup, je peux le vérifier moi-même. J'allais dire une blague, et puis je me suis rendu compte que dans le fond, ça existe pas vrai. Je me suis dit, si les gens ils sont conscients qu'ils peuvent se réincarner, ben à ce moment-là, ils vont se placer du matériel à disposition pour la prochaine réincarnation. Puis pourtant, c'est exactement ça dans le bouddhisme un peu. Ils se réincarnent et ils retrouvent leurs vêtements ou je sais pas quoi. Oui, mais ça, c'est dans le cas des chefs spirituels. Ouais. Ils veulent garder une continuité. Ouais. Parce que c'est pas évident. C'est ce qu'on appelle les vieilles âmes. Hein? OK, ouais. Okay, puis c'est pas évident du tout, leur système. C'est que là, tu as des enfants, des bébés, puis là, il faut faire plein de tests. Parce que Platon utilise un terme, réminiscence. C'est-à-dire que c'est une mémoire, que c'est pas l'enfant qui a, mais que c'est l'esprit de l'enfant. Et l'enfant, comme tous les autres enfants, tu lui parles, il va parler comme tout le monde, mais des fois, il y a comme des souvenirs, des réminiscences qui n'appartiennent pas à cette vie. Il sait que les objets lui ont déjà appartenu. Puis grâce à ça, on peut dire, OK, là on a affaire à quelqu'un à qui on espère pouvoir confiance. On va lui donner toute la formation nécessaire, parce qu'il doit quand même transformer cette petite personnalité jusqu'à devenir le bon chef. Et puis s'il ne peut pas, c'est dommage. Ça ne marchera pas. Le mérite reste. Parce qu'on pourrait encore une fois dire, ça y est, c'est l'élu, on va se prosterner devant le petit enfant, qui se trouve avoir reconnu peut-être par hasard un appartenant à l'ancienne. Oui, on ne tombe pas dans ces pièges-là, c'est très discipliné l'affaire. Pour cette pratique. Et puis elle est très peu pratiquée dans le monde. Là. Je pense que le Dalai Lama en question n'apprendra pas dessus. Il le dit lui-même. Mais bon, hein, mais ils appliquent cette science. Une question politique aussi, parce que là, la Chine crée leur propre Dalai Lama. Et toute culture a aussi une fin, comme tout corps. Mais mais c'était une question intéressante par rapport à ces connaissances qui peuvent être aussi mal utilisées, mal comprises. Je vais cacher plein de matériel, un paquet d'or, quand je vais revenir, puis je vais recommencer un plus haut niveau. Tu sais, matérialiste. Soit c'est ça qu'aujourd'hui va se passer si tout d'un coup. Ça, en tout cas, si tout le monde se mettrait à croire ça, là, on pense qu'on comprend. Il y a du monde qui s'enterre des affaires. Ou on arrêterait de produire du plastique parce qu'on se dirait qu'on va réincarner dans un monde plein de déchets. Ceux qui ont la conscience un peu plus grande, oui. Voilà. Moi, je vais juste terminer ici. Oui, allons-y. En fait, c'est le point de. Platon était un philosophe qui a beaucoup fait au niveau sociopolitique et au niveau de l'éducation. Donc, l'éducation, elle nous dit, est l'art de tourner cet organe, on parle de l'œil, cet organe même, et de trouver pour cela la méthode la plus facile et la plus efficace. Elle ne consiste pas à mettre la vue dans l'organe, puisqu'il la possède déjà. Et comme il est mal tourné, il regarde ailleurs qu'il ne faudrait, elle emménage la conversion. Ça veut dire que ça ne se fera pas tout seul.
ça se fait par... ça prend une éducation pour que ce travail, cette conversion du regard-là se produise. Et c'est une école de philosophie, c'est ça. C'est de faire ce travail-là, à arriver à faire en sorte que finalement, qu'on se mette en marche vers une démarche de sortir de la caverne, en fait, de sortir de nos illusions, d'être prêt à se mettre, de partir à l'aventure, en fait, vers quelque chose d'autre, qui est le mystère, en fait, notre propre mystère. C'est le mystère, il est là. En même temps, c'est la cause de ce mystère. Une raison d'être, si on veut. C'est comme une raison d'être au-dessus du rationnel, dans le sens de cause. Ben, vivre la vie qu'on s'est comment dire, donné de vivre. C'est plutôt que la vie conditionnée dans laquelle, les conditions dans lesquelles on a incarné. Suivre nos idéaux qui viennent de l'être. Ouais. Et qu'on sorte se libérer des opinions, justement. Si on suit nos idéaux, c'est sûr que les gens vont nous critiquer, ils ne nous comprendront pas, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait là, il est fou, pourquoi tu lâches ton travail pour aller vers quelque chose qui t'a d'autre. Toutes ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on décide de se mettre en marche vers un rêve, vers un idéal. Peu importe le rêve, mais si on se met en marche, bien, si on reste conditionné, on a peur des opinions des autres, de nos propres jugements par rapport à nous-mêmes, bien, on n'avancera pas. Donc, tout à fait normal de commencer dans l'ombre. On commence tous là. Puis, c'est que, espérons que dans la vie, il y a des moments d'intuition, des moments d'éclairage qui nous disent ça ne me ressemble pas ce que je vis. Il faut vraiment que je fasse de quoi. Puis qu'on trouve en plus, qu'on ait la chance de trouver les autres qui se sont posés déjà cette question puis qui peuvent nous donner un coup de pouce. Parce que tout seul, on en c'est incroyable le pouvoir de ce mental, de ce miroir de réflexion, mais qui nous renvoie toujours vers le bas aussi, si on ne fait pas la conversion du regard. Qui est une conversion, une auto-conversion progressive. Et ici, pour terminer, une phrase de Marc Aurèle qui dit « Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien. Et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. » Ce travail-là. Ce qui est vécu par des grands philosophes, ils expriment un vécu, l'art d'approfondir, constamment approfondir. Et aussi, ce qui nous donne, je pense qu'il y a une autre dimension à ça, parce que ça, c'est la dimension qui peut ressembler un peu à ce qu'on appellera le développement personnel. Tu sais, mais il y a un aspect aussi, c'est que quand on apprend à agir vraiment soi comme cause, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est de plus en plus maîtres de nos actions, eh bien on n'a plus la possibilité de changer les choses pour le mieux. Parce qu'on va vers le mieux, vers le bien. Tu sais, le bien, la vérité, le beau, la justice, l'harmonie, l'amour. On devient un peu des canaux de cette beauté. On fait de plus en plus canaliser ça. C'est ça, cette maîtrise de soi. Cette découverte de soi, puis qui s'exprime de plus en plus dans nos vies à travers nos actions quotidiennes. Et donc, on change le cours de l'histoire. On commence par changer le cours de notre propre histoire. Vers une intensité. C'est avec une intensité qui nous correspond de plus en plus. Et du coup, on se trouve à impacter naturellement, à travers nos relations, nos communautés, etc. Sans demander aucun applaudissement en retour, rien de ça, parce qu'on n'a pas besoin de cette énergie-là. Hein, l'énergie vient de l'intérieur, c'est un soleil intérieur qu'on a tous. D'où l'esprit à Nouvelle Acropole, le volontariat. C'est cette volonté qui s'exprime. Les cultures, on cultive comme un jardin, comme des jardiniers, on n'a pas toutes les réponses, mais on ose mettre des graines dans la bonne terre. Qu'il y ait une correspondance, puis l'arroser, de lui donner les conditions, puis le mystère de ce qui est en train de pousser, puis qui se révèle, c'est nous, c'est notre vie.
Il faut avoir osé mettre la graine, et la graine, c'est toujours la cause. C'est la source qui va devenir, dans le monde physique, quelque chose qui va se révéler avec ses branches, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits. Platon dessinait souvent l'arbre à l'envers, avec des racines. Nos racines sont là, parce que c'était là que la graine se trouvait, un tronc, qui est la discipline mentale quand même, et puis qui permet de faire pousser un arbre avec des fruits dans le arbre. Donc cette générosité dans nos actions. Une autre image symbolique simple, l'arbre à l'envers. Bien, je pense qu'on a conclu le thème. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on clore maintenant. Alors, est-ce qu'on se libère des opinions des autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce possible? En se connaissant, ça aide. Oui. La connaissance, c'est la confiance. En soi, c'est la confiance. Ouais. J'ajouterais à ça le courage de se connaître. Parce que c'est comme cette connaissance qui vient du cœur. Souvent, le mot cœur, quand il est utilisé dans ce sens-là, on n'est plus dans le cœur physique, évidemment, mais c'est encore par analogie, le cœur physique, qui est central pour la circulation de la vie en nous. Ben, le cœur, c'est là. C'est cette connexion. Je peux prendre une photo, je peux dans les archives. C'est quand même bon. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.